Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel de traitement d'imagerie solaire. Ce tutoriel compte donc compléter les deux précédents que nous avions consacrés au traitement d'imagerie planétaire, d'une part, et d'autre part au traitement d'imagerie astrophotographique que nous avions dédié sur cette même chaîne. Alors, dans ce domaine de l'imagerie solaire, tout comme d'ailleurs dans le domaine de l'imagerie planétaire, eh bien, on va travailler sur des acquisitions vidéo et non pas sur une série de photos comme on le fait habituellement en astrophotographie de ciel profond. Alors aujourd'hui, je vous propose de travailler sur une acquisition que j'ai faite cet après-midi même. Je vous la montre rapidement. Donc c'est une acquisition en calcium kaline à partir d'un réflexe EOS 90D qui est un appareil récent pour moi. En ce qui concerne donc les paramètres utilisés, eh bien, il s'agit donc d'une sensibilité de 1600 ISO, d'une cadence de 10 images par seconde. Le tout pris donc en mode monochrome et non pas en couleur, je le précise. Donc avec un télescope 150-750 et un filtre astro-solar de densité 3,8. Je précise, soit dit en passant, et c'est important, eh bien, que ma monture HEQ5 n'était pas motorisée pour cette acquisition, d'où le bouger que vous pouvez constater à l'intérieur du cadre au fil du temps. Très bien, donc c'est cette acquisition vidéo-là que nous allons travailler. Pour ce faire, eh bien, je vous propose de commencer par ouvrir le logiciel PIPP, puisque nous allons travailler aujourd'hui avec 3 logiciels en particulier qui ont l'avantage d'être à la fois très accessibles et surtout gratuits. Les logiciels PIPP, AutoStackert et Registax. Vous avez bien remarqué qu'il s'agit des 3 mêmes logiciels que nous utilisons pour le traitement planétaire. Alors, première chose, lorsque j'arrive sous le logiciel PIPP, eh bien, je clique sur ce bouton Add Image File. C'est là que je vais retrouver donc mon fichier, mon acquisition vidéo que je vais travailler. Et vous voyez, la vidéo apparaît ici et vous avez même un tableau qui vous montre donc qui vous sélectionne donc une image à l'intérieur de votre vidéo et qui vous donne également quelques paramètres importants à prendre en compte. Alors notamment le nombre d'images que contient votre acquisition vidéo. Ici 5395. Vous le retrouverez d'ailleurs ici sous frame 5395 images. Donc c'est le nombre d'images que contient mon acquisition vidéo. Je rappelle qu'une vidéo, eh bien, c'est tout simplement une succession d'images. Voilà. Ensuite, ici, frame size, que vous pourrez retrouver d'ailleurs ici, sous size, 3840 x 2160. Il s'agit ici de mon format vidéo, c'est-à-dire que j'ai imagé en 4K, pour parler plus simplement. D'autres paramètres à prendre en compte également, donc le type de fichier, donc c'est un fichier MP4, je rappelle que je n'ai pas de caméra planétaire, donc c'est un format compressé qui va être utilisé ici. Ici vous avez la taille d'image, 2,82 gigas, c'est donc le poids, la taille du fichier. Tout ça, c'est des éléments importants à savoir. Plus votre fichier va être imposant, hein, et plus eh bien, le traitement va être long à faire. Voilà. Ça vaut aussi bien pour des acquisitions sous format compressé que non compressé. Alors la première chose que vous allez faire, vous avez remarqué que nous sommes ici sous l'onglet Source Fil. Vous allez cocher cette case, Solar Lunar Full Disk. Vous en avez un deuxième ici, Solar Lunar Close Up, mais celui-ci est consacré donc
à l'imagerie d'une portion précise du disque solaire. Voilà. Donc là, j'ai imagé le Soleil avec le disque plein. Donc on voit l'entièreté du disque. Donc cocher la case Solar Lunar Full Disk. Vous pouvez rester bien évidemment sur Batch Mode. Et ensuite, nous allons passer sous l'onglet Input Options. Alors la première chose que vous allez pouvoir faire sous cet onglet, eh bien, c'est limiter votre séquence d'images. C'est intéressant, hein, ici, limite frame range, donc vous cochez la case. C'est intéressant puisque vous allez pouvoir sélectionner une portion précise de votre acquisition vidéo. Alors moi, je vais sélectionner, vous avez le début et la fin. Vous pouvez sélectionner donc le début et la fin de la sélection de l'acquisition, ou bien des images au centre de votre vidéo. Alors moi je vais limiter donc le début et la fin de ma vidéo, donc je vais couper un petit morceau au début de ma vidéo et un petit morceau à la fin de ma vidéo qui correspond au moment où j'ai manipulé la caméra. Donc il y a des bougées, donc je ne veux pas que ces images-là fassent partie de mon traitement. Voilà. Alors l'avantage, donc là, gardez bien à l'esprit le nombre d'images que va contenir donc votre séquence vidéo. Alors je le rappelle, hein, j'étais dans les environs de 5395 frames. Donc sous Input Option, eh bien, je vais retirer quelques dizaines d'images à la fin de ma séquence vidéo. Donc je vais choisir par exemple, admettons, 5000 images. Voilà, ce sera mon image de fin. Très bien, donc on a encadré, on a sélectionné le début et la fin de la séquence d'images que l'on va vouloir traiter. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose, eh bien, c'est ici. Alors, Input Frame Color ou monochrome. Donc, selon que vous avez imagé en monochrome ou en couleur, eh bien, vous pouvez sélectionner donc soit Autodetect, soit monochrome, soit color. Alors moi j'ai imagé en monochrome, donc je sélectionne monochrome. Alors à noter, soit dit en passant, hein, que si vous avez une excellente caméra qui est capable de faire des acquisitions de bonne qualité en monochrome, faites-le, vous gagnerez en détail, notamment au traitement. Alors, sous Input Option, on a terminé. Donc on va pouvoir passer sous Processing Options. Alors, la première chose à faire, ici, monochrome conversion. Donc là, en fait, le logiciel vous propose de convertir la couleur en monochrome, mais si votre acquisition de base est déjà en monochrome, ça ne vous servira à rien. Donc, décochez cette case. Deuxième chose, ça concerne le cropping, ici. Alors le cropping, en fait, c'est la portion de l'image de votre vidéo que vous allez conserver. Je rappelle que j'ai imagé ici en 4K. Donc en fait, je ne veux pas conserver l'entièreté de l'image. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'entièreté du disque solaire. C'est tout. Alors de base, on vous propose de cropper en 1200 par 1200. Alors ça va dépendre, est-ce que le soleil rentre en entier dans ce cadrage, dans ce nouveau cadrage ou pas. Moi en 4K, je sélectionne 1500 par 1500. Donc c'est le crop idéal où mon disque soleil rentre en entier dans le crop final. Très bien. Une fois le cropping fait, vous allez pouvoir ici, sous la page, sous la fenêtre donc objet détection, eh bien, tester justement la bonne détection de votre disque solaire par le logiciel. Alors, vous pouvez cocher la case auto objet détection et vous allez pouvoir cliquer sur ce petit bouton-là pour confirmer que le logiciel a bien pris en compte la détection de votre objet. Et là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que votre soleil, il est tout rouge. Si votre disque solaire n'est pas entièrement coloré en rouge, eh bien, il va falloir recommencer la détection de l'objet, quitte peut-être à décocher
la case auto-objet détection pour le faire manuellement. Et inversement, eh bien, si le logiciel déborde dans son coloris d'image un petit peu trop, eh bien, vous allez peut-être avoir même fort probablement une dégradation de votre traitement final. Donc voilà, il faut bien que le logiciel détecte l'entièreté de votre disque, sans déborder, mais sans cropper non plus dans le disque solaire. Voilà, c'est bien important à comprendre. Alors ici, bien évidemment, sous Frame Stabilisation Mode, vérifiez bien que votre bouton Object Planetary est sélectionné, c'est important. Et on a fait à peu près le tour de ce qui était important à savoir sous cet onglet Processing Options. Donc on passe les onglets Quality Options et Animation Options, ça ne nous intéresse pas pour ce que nous allons faire. Et on passe directement sous Output Options. En fait, Output Options, eh bien, c'est les options de sortie de fichiers. Donc, sous quel format de fichier vous allez sortir votre traitement. Alors, les deux formats recommandés, vous en avez plusieurs ici, mais les deux formats les plus populaires, les meilleurs, eh bien, ce sont les AVI ou les SER. SER sont plus appropriés si vous avez un fichier de base qui est non compressé, donc notamment si vous utilisez des caméras planétaires ou autres. AVI est plus tourné vers les fichiers compressés. Donc exactement ce que j'utilise aujourd'hui pour le traitement. Format MP4 par exemple. Voilà. Donc globalement c'est tout ici sous cet onglet Output Options. Donc on va directement passer sous Do Processing et là c'est pas compliqué, vous cliquez ici sur Start Processing, donc vous lancez le process. Alors ça va durer un certain temps, donc on va se retrouver une fois le traitement terminé. Et voilà, donc nous avons terminé avec PIPP. Je rappelle que l'objectif principal de PIPP, eh bien, c'est de stabiliser l'image lors du pré-traitement, de centrer notamment le disque solaire à l'intérieur du cadre, ce qui est très important, notamment lorsque eh bien, vous n'utilisez pas de monture motorisée, comme c'est le cas ici. Et puis également lorsque vous avez des petits bougets qui sont dus au vent ou encore à des manipulations mécaniques. Le deuxième objectif de PIPP, là qui concerne plus les fichiers compressés, donc tels que utilisés ici, notamment les formats MP4 ou autres, eh bien c'est justement de faire en sorte de convertir ces fichiers pour que ces fichiers-là puissent ensuite passer sous AutoStackert. Très bien, donc PIPP c'est terminé. Alors ce que l'on peut faire, eh bien, c'est aller voir dans notre dossier de destination, vérifier que voilà, le traitement est fait. Alors vous avez ici le dossier PIPP que vous allez pouvoir ouvrir. Et là, eh bien, apparaît ici votre vidéo. Alors c'est la vidéo stabilisée sous PIPP. On va l'ouvrir, on va vérifier que le traitement s'est bien déroulé. Voilà, alors là vous remarquez que cette fois-ci, eh bien, le disque solaire ne bouge plus à l'intérieur du cadre, il est bien centré. Là, les seuls bougés que vous pouvez voir, eh bien, ce sont des turbulences atmosphériques que l'on va corriger un petit peu plus tard au fil du traitement. On va pouvoir arrêter là et désormais passer sous le logiciel AutoStackert. Alors on va donc fermer le logiciel PIPP et passer sous AutoStackert. Alors ici, je vais cliquer sur Open pour ouvrir donc mon fichier pré-traité avec PIPP.
qui est ici. Et voilà, ici, point AVI, j'ouvre. Alors, là, la première chose, donc, les premières choses qui vont être importantes de vérifier. D'abord, ici, sur le côté gauche de votre tableau, sous Image stabilisation, cochez surface. Cochez également ici, sous Quality Estimator, global frame, puisque eh bien, nous allons traiter une image complète du Soleil et non pas une image locale. Alors ici, sous Quality Estimator, l'autre chose que vous allez pouvoir également changer, c'est le paramètre Noise Robust ici. Alors Noise Robust, en fait, c'est la force du traitement qui va être appliqué, notamment pour contrebalancer les effets de la turbulence qui ont pu gâcher un petit peu la qualité de vos acquisitions de base. Donc alors, plus vous allez monter les valeurs et plus la force du traitement qui va être appliquée va être importante, et inversement, plus vous allez faire baisser la valeur et plus la force du traitement appliqué va être faible. Alors, étant donné que les conditions dans lesquelles j'étais, donc c'était des conditions, donc le ciel était très dégagé certes, mais j'étais quand même sur une terrasse en pierre. Donc vous pouvez vous en douter, les turbulences étaient quand même assez importantes, un vent d'est qui était aussi très important, des conditions qui ne sont pas idéales, donc je vais monter un petit peu la force du traitement. Alors, pas obligé de la monter à fond, hein, ça dépend évidemment de la turbulence qui a, entre guillemets, secoué vos images pendant l'acquisition. Alors j'ai envie de mettre entre 6 et 7, bon je vais mettre 6. Voilà. Alors ici, sous référence frame, alors vous allez pouvoir aussi avoir coché la case double stack référence. En fait, pourquoi double stack référence? Alors vous cochez ou pas, hein, c'est selon votre envie. En fait, cette case-là sert à faire un premier stack qui va servir de référence pour effectuer un second stack qui lui va affiner les choses. Le problème, c'est que ce double stack, eh bien, en fait, il va stacker 2 fois, donc vous allez passer 2 fois plus de temps à attendre. Je ne vois pas forcément un gain énorme dans la plupart des cas. Donc vous n'êtes pas obligé de cocher cette case double stack référence, mais si vous voulez vraiment avoir un traitement, si vous avez une acquisition d'enfer et qu'ensuite vous voulez vraiment pousser le traitement par la suite, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on peut cocher cette case. Ensuite, ce qu'on va faire, ici vous avez stack option. Alors vous pouvez choisir évidemment sous quel format va être stacké votre image, TIFF, PNG, FIT. Je conserve TIFF, ça marche très bien. Ici, sous Frame Pourcentage to Stack, alors vous allez pouvoir choisir le pourcentage d'images que vous allez stacker. Donc le but n'étant pas de faire un alignement sur toutes les images de votre acquisition, mais de choisir dans votre séquence d'acquisition eh bien, le nombre de meilleures images que vous allez stacker. Alors là, ça va dépendre des circonstances sous lesquelles vous avez imagé l'encore, conditions de turbulence et autres. Alors, plus les conditions seront mauvaises, plus le pourcentage sera faible, plus les conditions seront bonnes, plus les pourcentages seront élevés. Il n'y a pas de pourcentage type, hein, c'est vraiment selon vos conditions personnelles et individuelles. Alors l'avantage, vous le voyez, c'est que vous pouvez sélectionner plusieurs pourcentages. Alors par exemple, sélectionner 20% des meilleures images dans un premier temps, ou alors stacker, puis dans un second temps, stacker 40% des images, ou alors
60% des images. Ça, c'est même 80% dans le quatrième onglet. Ça, c'est si vous ne savez pas quel pourcentage sera adapté pour votre acquisition. Alors là encore, une fois de plus, eh bien, le stack va se faire selon chacun de ces pourcentages. Donc, le logiciel AutoStackert va stacker, va prendre les acquisitions et chaque stack va se faire en fonction de ce pourcentage. Donc là encore, eh bien, ça va rallonger considérablement votre traitement d'alignement. Donc c'est à savoir. Donc l'idéal, ce serait de savoir eh bien, quel pourcentage vous voulez appliquer pour le stacking. C'est pas toujours évident, bien évidemment. Alors le mieux, quand vous ne savez pas, eh bien, c'est de cocher plusieurs valeurs. Donc je vais sélectionner, en ce qui me concerne, 30% des meilleures images pour l'alignement. Très bien, alors ici vous avez la case Save in Folder qui est cochée, ça veut dire que, eh bien, une fois l'alignement fait, votre dossier va être intégré dans votre dossier source, celui sous lequel vous avez été sélectionné, votre fichier de traitement. Alors ici, vous avez un second tableau où vous avez donc l'image du soleil. Ici, vous avez une encre de stabilisation que vous allez pouvoir positionner dans une région précise du soleil. Alors, on peut le faire tout de suite. Alors, vous cliquez à la fois sur la touche CTRL de votre clavier et en même temps, avec le pointeur de votre souris, vous sélectionnez la zone sur laquelle vous allez venir placer votre encre. Voilà, qui est fait. Alors l'idéal étant de placer un élément remarquable de votre image à l'intérieur de cette encre de stabilisation. Donc ici vous avez les taches solaires, donc qui sont très intéressantes. Donc je vais venir les placer ici pour bien être intégré dans l'encre. Alors ici vous avez la timeline hein, qui vous sert à visualiser la séquence d'acquisition. Alors là, le but, c'est de bouger le curseur sur votre timeline jusqu'à ce que vous ayez une image qui vous plaise. Une image, que vous tombiez sur une image où vous avez la meilleure qualité possible, vous avez une turbulence qui est effacée. Alors, par rapport à l'encre de stabilisation et par rapport à la région où vous avez placé cette encre. Voilà. Donc là, je vais me rapprocher pour visualiser tout cela. Alors là, j'ai trouvé une image qui me convient, une image où il n'y a pas trop de turbulence, où la qualité me semble correcte. Donc je vais conserver le curseur sur cette position par rapport à la timeline. Voilà, donc là il n'y a plus rien d'autre à faire d'important. Ce que l'on va faire désormais, eh bien, c'est une analyse. Alors ça va prendre un petit peu de temps. On se retrouve une fois l'analyse terminée. Voilà, l'analyse est faite. Alors ce n'est pas terminé. Désormais, eh bien, il va nous falloir poser les points d'alignement. Alors en cliquant ici sur AP Grid, alors ce qui va placer les points d'alignement de façon automatique. Alors là, vous pouvez constater que je ne suis pas très satisfait parce que les points d'alignement débordent très largement du disque solaire. Je voudrais que ces points d'alignement ne soient contenus que dans le disque solaire, ou en tout cas pas étendus aussi largement. On en voit qui sont même très loin du disque solaire. Donc, eh bien, on va effacer ces points d'alignement ici avec le bouton Clear. Et on va faire évoluer cette valeur min bright en l'augmentant peut-être légèrement, de façon à recentrer un petit peu plus les points d'alignement.
Et là, on voit que c'est déjà beaucoup mieux. Les points d'alignement restent concentrés autour du disque solaire sans déborder, ce qui est important. Alors ici, vous pouvez également faire évoluer la valeur de vos points d'alignement, la taille de vos points d'alignement. Ici, c'est 48, donc ce qui me convient très bien. Par contre, eh bien, selon le cadre dans lequel votre disque solaire va apparaître, la taille du cadre dans lequel ça va apparaître, eh bien, vos points d'alignement vont être plus ou moins gros. Donc il va peut-être falloir aussi les faire évoluer. Il faut que vos points d'alignement ne soient pas trop gros, mais pas trop petits non plus, pour avoir un alignement qui soit précis sans que eh bien, le logiciel ne rame non plus. Voilà, donc il ne faut pas saturer le disque solaire avec des points d'alignement trop petits. Eh bien, ceci fait, nous n'avons plus rien d'autre à faire désormais. Ne touchez surtout plus à rien ici, de ce côté-là, puisque l'analyse ayant été lancée, eh bien, les valeurs que vous avez prédéfinies ici vont être intégrées dans le stack. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton stack désormais. Là encore, ça va prendre un certain temps. Donc on se retrouve une fois que l'alignement sous AutoStackert est terminé. Très bien, alors que vous voyez que le traitement approche de sa fin, vous pouvez voir ici le temps qu'il a fallu pour chacune des étapes du traitement sous AutoStackert. Et il faut rajouter, lorsque vous avez la case double stack référence, eh bien, il faut doubler ces valeurs par 2 fois. Alors, quelques petites précisions avant de voir la fin du traitement, notamment ce qui concerne le placement des points d'alignement. Alors, on peut le faire automatiquement en cliquant sur cette case « Place AP Grid », ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Mais vous pouvez aussi le faire manuellement en cliquant droit avec votre souris. Là, par contre, il va falloir les poser une par une, autant vous dire que vous n'êtes pas rendu. Par contre, eh bien, ça pourra peut-être vous permettre aussi d'accentuer certaines régions du soleil que vous voudriez vous servir comme référence pour l'alignement. Ce que le placement automatique ne prend pas forcément en compte. La deuxième chose, une fois l'analyse terminée, eh bien ici vous avez un graphique qui apparaît, qui vous permet de discerner quelle qualité vous allez obtenir selon telle ou telle valeur que vous avez entrée donc pour l'alignement et pour le stack. Mais on ne va pas en parler ici, c'est plus pour... c'est un niveau un petit peu plus élevé pour nous aujourd'hui. Le traitement est en train de se terminer. On va pouvoir quitter AutoStackert et passer sous le logiciel Registax. Alors on attend bien évidemment que les 2 barres soient à 100% hein, et pas qu'une seule. Alors on va vérifier, avant de fermer le logiciel, on va vérifier eh bien, que notre fichier, que notre photo finale est bien dans son dossier de destination. Donc vous le voyez ici, hein, les initiales AS pour AutoStackert, P30 pour la valeur des pourcentages d'images stackées. Voilà. Et donc vous avez votre image finale, l'image stackée. Alors on vérifie bien évidemment que l'image n'est pas dégradée, ce qui peut parfois arriver lorsque votre alignement s'est mal déroulé, ce qui n'est pas le cas ici, donc on peut fermer l'image. Le but en réalité d'AutoStackert, donc c'est cette image finale. Cette image finale, eh bien, c'est le produit d'un alignement et d'un empilement de toutes les images que vous avez sélectionnées, donc selon la valeur entrée dans le logiciel, donc ici 30% des meilleures images. Ce sont ces images que vous avez choisies qui vont être toutes empilées les unes sur les autres, alignées les unes avec les autres, et donc qui vont former cette image finale, qui est une image
bien dense, et que vous allez ensuite passer au traitement. Alors on va rentrer dans le vrai traitement, puisque jusque-là, on a fait une stabilisation avec PIPP et un alignement avec AutoStackert. On va passer donc au traitement véritable, avec notamment les ondelettes. Et on passe sous le logiciel Registax 6 désormais. Donc là, pour ouvrir votre image qui est tout droit sortie d'AutoStackert, donc vous cliquez sur le bouton Select. Alors vous allez chercher votre dossier, donc c'est ici dans ASP30. Et votre image est là, donc fichier TIFF. Donc c'est cela qu'il nous faut. Alors l'image apparaît en gros plan. Donc si on veut recadrer l'image en plein format, eh bien vous cliquez sur ce bouton Show Full Image. Voilà. Alors on ne va pas s'intéresser aujourd'hui aux différentes fonctionnalités de Registax, il y a beaucoup de choses à dire. Registax est un véritable poème. Il n'y a pas de valeur prédéfinie, donc en fait on tâtonne toujours un peu avec Registax. Le but là pour cette fois, eh bien, ça va être de nous concentrer sur ces curseurs qui sont ici, les curseurs dédiés aux ondelettes. Alors ces curseurs-là, on va les bouger et vous allez voir que, eh bien, au fur et à mesure que nous allons bouger ces curseurs, l'image qui était floue au départ va commencer à devenir de plus en plus nette. Alors on va bouger les ondelettes de façon un petit peu aléatoire. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de valeur prédéfinie. Le but est de ne pas pousser les curseurs trop loin, sans quoi, eh bien, dans votre image, eh bien, apparaîtront des défauts qui seront dus à ces surtraitements, tout en essayant d'exploiter au maximum, eh bien, l'image de fond. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas apparaître d'interférences, de petits artefacts qui signaleraient l'arrivée l'approche d'un surtraitement. Et vous voyez que notre image est clairement devenue beaucoup plus nette qu'à la base. Lorsque vous rezoomez l'image, vous pouvez le constater nettement. Voilà. L'image vous plaît? Eh bien dans ce cas-là, vous appliquez le traitement à toute l'image en cliquant sur Do All. Et ensuite, on attend un petit peu, et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien, vous cliquez ici sur le bouton Save Image. Alors là, vous allez donc pouvoir sauvegarder votre image, donc sous le format que vous souhaitez. Alors, vous pouvez sélectionner JPEG si votre traitement s'arrête là, ou bien TIFF si vous souhaitez continuer le traitement sous d'autres logiciels par la suite. Ce qui va être mon cas. Alors ensuite, je rajoute juste une valeur pour ne pas écraser mon fichier stack de base, et j'enregistre. La photo ira bien, enfin la photo finale ira bien évidemment dans votre dossier de destination d'origine. Alors Registax, c'est terminé, donc on peut fermer Registax.
On va retrouver notre image qui est ici, dans notre dossier de destination. Alors, le but désormais, vous voyez que cette image est un petit peu trop monochrome. Elle manque de couleur. Alors, on va passer donc cette photo sous le logiciel GIMP désormais pour apporter une petite touche colorée à l'image. Alors, pour une raison toute simple, c'est que l'image a été faite en calcium kaline. Alors, ça n'est non pas pour apporter une touche esthétique, mais plutôt pour pour permettre à ce que les détails qu'apporte le calcium kaline soient rehaussés avec la couleur. Alors là, on va le faire très simplement. Juste histoire de terminer. Alors, je clique ici sur couleur. Je sélectionne colorier. Et je fais monter la teinte jusque dans les environs de 7000, plus ou moins. Ça correspond à la couleur du violet, qui est le domaine spectral du calcium kaline. Alors, pour avoir un maximum de contraste, je change le mode. Au lieu d'avoir le mode remplacé, eh bien, je sélectionne le mode multiplié. Alors, vous voyez que ça assombrit un chouïa l'image. On va finir tout cela de nouveau en cliquant sur couleur et en sélectionnant ton sombre, ton clair, parce que vous avez remarqué que le centre du soleil est quand même un peu plus clair que les bords. Donc, on va essayer d'ajuster les tons pour qu'on ait le maximum d'homogénéité possible. Alors pour ce faire, eh bien, on va augmenter les ombres. Alors là encore, il s'agit d'ajuster tout en étant raisonnable. Et voilà, hein, globalement, on a une image qui est beaucoup plus homogène. Alors il ne faut pas exagérer non plus parce que l'inverse peut arriver, c'est-à-dire que les bords soient beaucoup plus contrastés que le centre. Donc là, dans ces cas-là, ça ne va pas le faire. Je valide, et voilà, on a notre image finale que l'on va pouvoir enregistrer en cliquant sur Fichier, puis Exporter sous. Et donc là, je vais simplement changer le format. Le fichier donc en le plaçant sous JPEG et je vais l'exporter dans le même fichier de destination. Alors qualité 100% bien évidemment et j'exporte. Très bien, donc on va pouvoir tout fermer et aller vérifier notre image finale. À noter que ce tutoriel s'adresse à tout le monde, hein, que vous fassiez vos acquisitions avec un simple smartphone ou un simple appareil photo compact placé derrière l'oculaire de votre télescope, que vous ayez une monture motorisée ou non, que vous imagiez avec un APN réflexe ou une caméra au foyer, eh bien ce tuto s'adresse de manière générale à peu près tout le monde. Sur cette image, eh bien je vous laisse et je vous souhaite un bon courage.